Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Bettenty continue de pleurer ses morts. Le bilan s'est alourdi. 20 victimes maintenant. Toutes ces personnes ont péri dans le chavirement d'une pirogue. Elles ont été enterrées ce matin et après cette nouvelle catastrophe, le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, et le gouverneur de Fatick se rendent à l'instant dans cette localité insulaire. Les zones insulaires et la sempiternelle question du désenclavement. Une réalité, les conséquences sont souvent dramatiques du fait de l'absence d'infrastructures de base. Nous ferons le point dans quelques instants. Élection de représentativité syndicale, secteur éducation. Nous sommes à la veille du scrutin dans les états-majors visités. La confiance est de mise. Et puis, le non-reversement des cotisations des travailleurs à l'IPRES. Et pourquoi cette situation qui devient pénible à la retraite pour l'employé? Le dossier du jour est consacré au sujet. Bonjour Georges Diop. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale avec vous. Ça fait débat au Burkina Faso, le procès sur la répression de l'insurrection de 2014. Une trentaine de ministres devant la Haute Cour de justice jeudi prochain. Blaise Compaoré cité à comparaître. Gabon, reprise des enseignements dans les établissements publics, levée du mot d'ordre après 6 mois de grève. Les cours ont repris ce matin. Va-t-on vers un monde sans palu? L'OMS déclare vouloir tester un vaccin antipaludique dans 3 pays africains. Ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme. On en parlera d'ailleurs dans ce midi. Sodekam, bonjour. Bonjour Antoine. La page de sport sera présentée par vous, mais déjà le menu. Nous parlerons de cyclisme 16e édition du Tour du Sénégal, 4e étape aujourd'hui avec un circuit fermé à Thiès, 88 km à parcourir. Et puis football, AG électif de la Fédération sénégalaise de football, El Hadj Ousseynou Diouf, membre du comité pour un renouveau du football sénégalais, tacle Maître Augustin Senghor. Et puis basketball, les Lions sont en regroupement externe pour le compte de la deuxième phase de préparation pour l'Afrobasket 2017. Moustapha Gaye, le sélectionneur, entend donc préparer la relève. Et puis volleyball, tournoi qualificatif au championnat du monde phase aller. La liste des joueurs sera publiée aujourd'hui, nous dit le coach Amadou Sen. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h20. Après cela, il y aura la chronique de Papa Sambakan. Point de vue aujourd'hui, c'est sur la réforme des retraites au Sénégal. Débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une véritable catastrophe ce qui s'est passé à Bettenty. 20 morts actuellement dans le chavirement d'une pirogue et des dizaines de blessés. Les victimes ont été enterrées ce matin. Cérémonie donc à l'instant à Bettenty même. Les habitants de cette île dans le département de Foundiougne ne vont pas oublier de sitôt la date du 24 avril 2017. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime se rend dans cette localité en compagnie du gouverneur de Fatick. Dans la délégation, notre correspondante Aminata Goudiaby. Bonjour Aminata. Bonjour Antoine Diouf. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à Bettenty? Pour le moment, nous sommes actuellement sur le bac de Foundiougne en train de traverser pour rallier Bettenty. Mais Antoine, vous l'avez dit, c'est une véritable tragédie puisque le bilan s'est alourdi. Le nombre de décès est passé à 20, 17 hier sur le champ. Une des 2 femmes enceintes qui étaient parmi les rescapés a succombé lors de son évacuation vers le centre de santé de Sokone. 2 des 3 personnes qui étaient également portées disparues ont été retrouvées mortes ce matin. Mais l'infirmier chef de poste de Bettenty, Bab Moussaba, lui soutient que beaucoup des 51 rescapés sont rentrés chez eux puisque la plupart avaient des blessures légères. Mais pour le moment, Antoine, les versions concernant ce chavirement sont nombreuses, mais beaucoup parlent de surcharge puisque dans la pirogue, il y avait 72 personnes d'après des témoins. Mais vous l'avez dit, actuellement, nous sommes accompagnés du ministre de la Pêche, Oumar Gueye, et du gouverneur de Fatick, Souleymane Ciss. Ils vont se rendre à Bettenty pour présenter les condoléances du gouvernement et essayer de consoler les populations sur place, Antoine. Aminata Goudiaby, merci. En route vers Bettenty. Les blessés du chavirement de la pirogue donc sont actuellement au district sanitaire de Sokone. Disons certains d'entre eux, ils sont en train de subir des soins médicaux. Ibrahima Diamé, bonjour. Oui, bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes à Sokone et vous avez vu ces blessés? Effectivement.
effectivement, nous sommes justement à Sokone, effectivement au district sanitaire de Sokone, où 3 blessés ont été accueillis ici. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre relation avec Aminata Goudiaby. Donc les 3 blessés, donc il y avait parmi ces 3 blessés, il y avait 2 femmes enceintes, l'une est décédée en cours d'évacuation en arrivant ici au district sanitaire. Donc nous sommes, Antoine, avec le médecin chef de district, le médecin intérimaire, donc monsieur docteur Djaï Fali. Docteur Djaï Fali, vous avez accueilli ces blessés. Comment ça s'est passé, en tout cas la prise en charge? Bonjour, monsieur Jean-Claude. En fait, nous avons reçu hier, tard dans la soirée, 3 référés à partir qui viennent de Betenti. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il y avait 2 référés de sexe féminin et 1 de sexe masculin. Concernant aussi les 2 femmes, c'est des femmes enceintes. Donc, malheureusement, l'une est décédée en cours de route, mais concernant l'autre, elle a été bien prise en charge. Une échographie a été faite séance tenante pour voir déjà l'évolution aussi du fœtus, et ainsi de suite. Heureusement, elle a été libérée aussitôt après parce qu'elle a été vraiment prise en charge parfaitement et il n'y avait pas aussi de problème majeur. Concernant l'autre aussi patient qui a été aussi référé au service de médecine, en fait, c'est le capitaine même de la pirogue. Il était vraiment sous le choc. Aussi, là, on l'a aussi vraiment bien pris en charge aussi. Jusqu'à présent aussi, il est toujours dans nos locaux. Mais il sera incessamment libéré parce que je pense qu'il y a plus d'inquiétude par rapport à son cas. Alors, monsieur Gueye Fali, on trouve que votre structure sanitaire, votre district sanitaire n'est pas, en tout cas, de ces districts sanitaires qu'on voit modernes. Je vois des sortes d'abris provisoires. Comment la prise en charge se passe en cas d'accident pareil? En fait, là, je ne suis pas parfaitement en phase avec vous. En fait, nous sommes dans un district qui est doté vraiment d'équipements aussi modernes. Mais nous sommes aussi aujourd'hui, ou bien ces derniers mois, en phase de réhabilitation. Le centre de santé sera bientôt flambant neuf. Donc, mais en ce moment, nous sommes dans des abris, si j'ose dire, provisoires. Le temps que aussi la réflexion se passe bien et que notre nouveau budget nous sera livré, du moins. Maintenant, malgré aussi ces difficultés, nous parvenons aussi à faire de bons résultats aussi. Si vous voyez aussi avec tous les indicateurs, je pense que ce qu'on n'est pas aussi en reste. Maintenant, par rapport à la prise en charge de ces cas-là, je pense que aussi, elle a été bien faite. Heureusement, ce n'était pas des cas très très difficiles à gérer. C'était déjà les femmes enceintes. L'échographie est disponible, les sages-femmes sont disponibles. Il y a aussi les médecins le médecin qui était là aussi. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas aussi beaucoup d'inquiétude. Maintenant, de même que la prise en charge, si vous voyez, les premiers secours ont été organisés au niveau de l'île même. Il y avait un détachement des sapeurs-pompiers qui était en ce moment sur place pour d'autres raisons. Également aussi l'ICP avec toute son équipe, en l'occurrence aussi l'ICP Moussaba, avec toute son équipe, ont eu à gérer aussi les premiers secours. Ce qui fait que il n'y a que 3 cas qui ont été référés au centre de santé de Sokone. Mais ce qu'on déplore aussi c'est ce qu'on a noté aussi, et qui est vraiment déplorable aussi, c'est les pertes vraiment en vie humaine. On a dénombré, l'ICP même a dénombré 20 corps sans vie en ce moment. Et vous voyez. Merci donc, M. Gueye Fali. Antoine? Allô? Oui, Ibrahima. Oui, Très bien. Antoine, donc nous étions donc avec Dr Gueye Fali qui nous faisait la situation au niveau du district sanitaire de Sokone. Donc il y a exactement en ce moment 2 blessés qui sont en train d'être pris en charge, étant entendu que l'autre est décédé en cours de route, à savoir la femme enceinte. Très bien, vous avez dit l'essentiel. Merci à vous. Ibrahima Diamé, notre correspondant permanent à Kaolack. En ligne dans ce journal, le maire de Touba Kouta, M. Pape Ndianko, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à la cérémonie de deuil. Sur place, c'est la tristesse, on peut sans doute l'imaginer. Oui, bien sûr. Je suis à Betenti présentement. On vient d'entrer 19 personnes. C'était tellement triste. Alors, mais que dites-vous de ce qui vient de se passer? Donc, il y avait un pirogue qui avait vers 2h30 qui partait à la mer pour chercher des produits halieutiques. Il était un nombre de 72 personnes. Donc, le propriétaire de la pirogue était de ses fils. Donc,
vers 5h, 5h30, en marée haute, le pirogue a pris son départ pour retourner vers Bettenty. Avec son poids, vraiment, il est venu pour traverser un canal. Le pirogue est foncé. Donc, ça s'est passé comme ça. Nous, on nous a appelés vers Toubacouta. Est-ce que ces problèmes sont fréquents? Ces problèmes sont fréquents chez vous? Oui, vraiment, c'est très grand parce que c'est une deuil qui n'a jamais été dans Ces cas de chavirement de pirogue, je veux dire, c'est fréquent là-bas? Bon, pas du tout. Souvent, des pirogues aventuriers qui passaient de Joal ou bien par de la Hambourg, qui prenaient le côte. Mais dans les ballons du Saloum, non. Très bien, merci. Ça arrive de 1 an à 2 ans, peut-être ou 2 personnes ou 3 personnes. Mais avec cette drame-là, c'est une première. Merci, Pape Yanko. Je rappelle que vous êtes le maire de Toubacouta. Le drame de Bettenty remet au goût du jour l'épineuse question du désenclavement des zones insulaires. De nombreuses personnes ont péri dans des chavirements de pirogues ces toutes dernières années au Sénégal. Le constat est que l'État n'a rien fait pour doter ces îles d'infrastructures de base. El Hadj Ndiogou-Diène. Du Fouta au Balantacounda, en passant par les îles du Saloum, les victimes des chavirements de pirogues se comptent à l'appel. En 2014, 3 collégiennes de Guédé Village qui rentraient chez elles après leur cours sont mortes noyées après le naufrage de la pirogue à bord de laquelle elles se trouvaient. Dans le même département de Podor et la même année, 4 autres jeunes filles ont péri à Djomando après le chavirement d'une pirogue. Elles retournaient dans leur village après avoir accompagné une de leurs amies à son domicile conjugal. Dans la région de Sédhiou, 3 personnes ont perdu la vie rien qu'en 2016, dans les mêmes circonstances, le naufrage de pirogue dans le bras de mer et le décompte macabre est loin d'être exhaustif. Ces drames sont causés d'une part par les embarcations de fortune étroites et surchargées à bord desquelles les gens font la traversée et d'autre part par le non-port de gilets de sauvetage. Les déplacements dans les zones insulaires sont très difficiles et très risqués. Il faut le dire pour le déplorer que ces populations voyagent en même temps et dans la même pirogue parce que tout simplement, il n'y a qu'un seul aller-retour dans la journée. Conséquence, personne ne veut rater la pirogue et cette situation entraîne les surcharges. Une seule pirogue pour une seule rotation par jour, preuve que les zones insulaires sont laissées à elles-mêmes. Les moyens de locomotion sont concentrés sur la terre ferme, ce qui dénote une absence d'égalité territoriale. Et la responsabilité première dans cette situation incombe à l'État qui a l'obligation d'assurer la libre circulation des populations à travers des infrastructures modernes. Des bateaux, par exemple, signeraient l'acte de mort des embarcations de fortune et garantiraient la sécurité dans les déplacements. Ces insulaires sont des citoyens à part entière et non entièrement à part. Cependant, ces populations ne sont pas non plus exemptes de reproches. Elles qui ne respectent pas la règle la plus élémentaire pour voyager en mer, le port du gilet de sauvetage. Une introspection s'avère donc nécessaire pour arrêter la série de drames lors des traversées à pirogue dans les zones insulaires. Dans les zones insulaires, problème d'infrastructure de base. Il est 12h12, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Veillée d'armes pour les syndicats d'enseignants qui vont aux élections de représentativité syndicale demain 26 avril. Aujourd'hui, dernier jour de campagne et les syndicalistes vont sur le terrain à la recherche de voix. Dans les quartiers généraux, c'est la confiance et la sérénité qui sont les choses les mieux partagées. Reportage Anna Rocha. Calme place ce matin dans les quartiers généraux des syndicats d'enseignants visités. À peine 3 personnes pour assurer la permanence. Les autres sillonnent encore les écoles à la recherche de voix. Nyokhor Diouf, chargé de l'organisation du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS. Nous avons fait les 41 départements du Sénégal. Il y a une deuxième équipe qui sillonne la région de Dakar. Partout où nous sommes passés, nous sommes accueillis par un grand nombre d'enseignants. Le CELS bat campagne depuis le 1er mars. C'est le premier syndicat à déposer sa liste et le numéro 1 est floqué sur leur t-shirt de campagne, couleur blanche, écriture noire. Ce chiffre va peut-être leur porter chance. Le hasard n'existe pas. Nous sommes le numéro 1 parce que du point de vue nombre, nous sommes le numéro 1. Du point de vue de la stratégie, nous sommes le numéro 1. Nous sommes prêts. Cap sur le siège de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Seule la secrétaire générale veille sur les lieux. Awawad semble fatiguée, mais la confiance est bien là. Nous appelons les enseignants à voter UDEN pour une expérience avérée de la
la négociation collective et une expertise autour des questions de l'école. L'UDEN est inscrite au niveau de 3 listes, l'élémentaire, le moyen secondaire et les corps de contrôle. Awawad demande à l'État de jouer franc jeu à l'issue de ces élections. Des interlocuteurs vont sortir assez représentatifs de ce que les enseignants veulent. Maintenant, il reviendra au gouvernement d'appliquer correctement les résultats des urnes. Demain, mercredi 26 avril, 72 000 enseignants sont appelés à voter à travers le Sénégal pour désigner leurs représentants. Chaque syndicat doit au moins obtenir 10% pour survivre. Après une tournée nationale dans le cadre des élections de représentativité syndicale, le SAEMS tient une conférence de presse à 16h à son siège à la Patte d'Oie Builders. Le CUSAMS continue de contester l'arrêté du ministre du Travail organisant les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen et secondaire soutient que Mansour Sy a violé la loi relative à l'affaire des 2 CUSAMS. Pour cette raison, Abdoulaye Ndoye réclame la démission du ministre du Travail. Il est le secrétaire général du CUSAMS et ses propos sont recueillis par El Hadj Ndiogou Diène. Nous rappelons au ministre Mansour Sy que nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie. Il parle de cutis. Effectivement, c'est le ministre de l'Intérieur qui délivre un récépissé, un cutis. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, par ses services compétents qui ont supervisé le congrès du CUSAMS qui s'est tenu le 22 septembre 2013, ce ministère nous a délivré un récépissé et un cutis validant les changements intervenus à la tête de notre organisation syndicale. Et nous ne pensons pas qu'un ministère peut dériver 2 cutis et 2 récépissés pour un même syndicat. Et qu'un syndicat ne peut pas être dirigé par 2 personnes. D'ailleurs, aujourd'hui même, il met en cause la neutralité du ministère de l'Intérieur. Je crois qu'il devait s'inspirer de Madame le ministre Bampassi. L'année dernière, concernant les élections des CAP-CD, lorsque les syndicats concernés, je veux dire le CUSAMS, le SAEMS, l'UDEN et le SUDES ont déposé leur dossier, mais on s'est référé au ministère de l'Intérieur pour vérifier la validité des dossiers. Parce que le dossier comprend une demande de candidature et un récépissé et nous l'avons déposé. Cette année aussi, nous avons déposé un récépissé et nous avons reçu un cutis du ministère dirigé par M. Mansour Sy. Donc aujourd'hui, Mansour Sy est tombé dans son propre piège. Cela veut dire tout simplement que c'est un complot ourdi en haut lieu pour déstabiliser, casser le CUSAMS et cela ne passera pas. Donc ce que nous disons à Mansour Sy aujourd'hui, je crois qu'il doit rendre le tablier parce qu'il a fait des aveux extrêmement graves. Clôture de la conférence sociale cet après-midi. C'est le 2e jour et le dernier bien entendu. Le retraité sénégalais vit des moments difficiles pour plusieurs raisons, mais particulièrement il y a la modicité de la pension qu'il perçoit. L'autre gros problème est le non-reversement des cotisations des travailleurs à l'IPRES. Comment expliquer une pareille situation? Mohamed Ali Mouba. Pour Mamadou Ibra Kane, le patron du CEDEPS, Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, une seule chose peut expliquer le non-reversement des cotisations sociales au niveau de l'IPRES. La situation déficitaire dans laquelle se débattent une bonne partie des entreprises. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une économie qui est dominée par le secteur informel. Et le peu d'entreprises qui existent dans différents secteurs donc subissent les contre-coups de la concurrence avec le secteur informel et par conséquent beaucoup d'entreprises ne sont pas performantes. Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS-FC, refuse d'entendre un tel argument, plaidoirie d'autant plus irrecevable que c'est dû que l'on ne reverse pas et non du don. Ceci a été tellement un problème qu'à l'arrivée du président Wade, il s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus de 18 milliards qui n'étaient pas reversés. Et il a pris sur lui justement de régler cette situation-là. Mais ça ne peut pas continuer. Nous pensons que le secteur du patronat qui ne respecte pas le reversement des cotisations doit être contraint à le faire. Que faire alors pour sortir de cette situation? Mamadou Ibra Kane y va de ses propositions. Voir comment l'État peut aider les différentes entreprises de différents secteurs à faire face à l'épongement des arriérés de cotisation sociale. Cheikh Diop prône la tolérance zéro. Donc je pense qu'au niveau du conseil d'administration, tout au moins, nous devons avoir cette liste-là et que cette liste soit aussi publiée au niveau des centrales syndicales pour qu'on puisse ensemble trouver les moyens de sensibiliser d'abord les entreprises qui se trouvent dans cette situation, mais aussi de se mobiliser pour endiguer ce mal.
Au niveau de l'IPRES, justement, des mesures idoines sont prises désormais pour traquer les mauvais patrons. Le directeur de l'IPRES, Mamadou Simeng. Nous envisageons, dans le cadre de la modernisation de notre système d'information que nous faisons parallèlement avec la Caisse de sécurité sociale, de permettre à tout travailleur de pouvoir venir sur notre page web avec un compte individuel, un login où vous serez le seul à pouvoir y accéder pour vérifier régulièrement si vos cotisations sont reversées ou pas. Et les délégués du personnel aussi ont une responsabilité parce qu'il ne s'agit pas seulement de réclamer des choses, mais il s'agit également de temps en temps de venir à l'IPRES faire le point avec nos agents pour voir si leur entreprise est en règle ou pas. Les mauvais élèves se trouvent aussi bien dans le privé que dans le public, mais davantage dans le privé. Des entreprises liquides se trouveraient dans cette situation de délinquance. En plus bref, journée internationale de lutte contre le paludisme, c'est ce mardi à Matam. La maladie a beaucoup reculé de 80 à 2003. On est passé à 1,5% aujourd'hui. Le paludisme presque éliminé dans la région. Nous y reviendrons avec Ali Bandelnian. Timis Corporation cède ses 30% d'actions à BP, une entreprise britannique du pétrole. Information RFM, il y a une rencontre en ce moment entre les deux sociétés. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Detchediep. Rebonjour Antoine. Alors, l'actualité internationale que nous ouvrons avec la lutte contre le paludisme. L'OMS ambitionne de vacciner au moins 360 000 enfants africains d'ici 2020. Déjà, l'Organisation mondiale de la santé annonce vouloir tester un vaccin anti-paludique dans 3 pays africains dès 2018. Le Ghana, le Malawi et le Kenya, donc, selon BBC. Vaccin mis au point par GlaxoSmithKline en partenariat avec l'ONG Pass Malaria Vaccine Initiative. 4 doses du vaccin doivent être injectées à l'enfant lorsqu'il est âgé de 5 mois, 6 mois, 7 mois et 2 ans. Au Burkina Faso, le procès du clan de Blaise Compaoré, c'est jeudi prochain devant la Haute Cour de justice. Le procès sur la répression de l'insurrection de 2014, ça crée la polémique au Burkina Faso. Presque tout un gouvernement a trait à la barre. Daouda Diouf. Il s'agit de 34 ministres du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw et de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Ils sont tous cités à comparaître après-demain devant la Haute Cour de justice du Burkina dans l'affaire de la répression de l'insurrection de 2014 ayant conduit à la chute du régime du président Blaise Compaoré. S'agissant de Blaise Compaoré, il est cité à comparaître non en tant que président mais en tant que ministre de la Défense, portefeuille sur lequel il gardait la haute main. Les ministres sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et blessure volontaire pour avoir participé au conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2011 au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants contre la modification de la constitution qui devait permettre au chef de l'État burkinabé de briguer un nouveau mandat. Aujourd'hui, tous ces accusés risquent la peine de mort au terme de ce procès qui est censé durer 8 jours. En République démocratique du Congo, le pouvoir en veut aux évêques. Cela fait suite à la sortie de l'Église catholique vendredi dernier. La CENCO a déploré la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, estimant que c'est une entorse à l'esprit de l'accord du 31 décembre dernier destiné à sortir le pays de la crise politique. Réaction du camp de Kabila. Il disqualifie la CENCO et parle de déclaration partisane selon le porte-parole de la majorité présidentielle cité par BBC. La conférence épiscopale des évêques du Congo n'est plus crédible pour conduire les négociations entre le pouvoir et l'opposition. Au Gabon, fin de la grève des travailleurs du secteur de l'éducation. Après 6 mois de grève, les cours ont repris ce mardi dans les établissements publics. Le mot d'ordre a été levé par les syndicalistes de Libreville. Les explications de Yves Antonio Ogoula. Fini la grève entamée depuis le 31 octobre dernier. Place désormais à la reprise des cours. L'Assemblée générale du Sénat, entendez, le syndicat de l'éducation nationale, a suspendu pour 3 mois sa longue grève. Les enseignants ont accepté de débloquer la situation en raison des avancées notées dans le cahier des revendications. Le week-end écoulé, le ministre de l'Éducation nationale ainsi que son collègue de la fonction publique ont de nouveau confirmé la volonté du gouvernement de sauver l'année scolaire longtemps perturbée. Du côté des syndicalistes, on se réjouit de la satisfaction de 7 points de revendication, dont le paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième
deuxième trimestre 2015. Autre point de joie pour les enseignants, le gouvernement a accepté que des partenaires sociaux soient désormais intégrés dans l'organisation des examens et concours, notamment le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Face au ministre de l'Éducation nationale, le secrétaire général du Sénat, Fridolin Vemessa, a demandé au gouvernement de lever rapidement la sanction qui interdit la CONACYCED de toute manifestation et surtout que les 826 enseignants privés de solde depuis 3 mois soient rétablis dans leurs droits. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. En France, pour terminer, un hommage national a été rendu ce matin à Xavier Jugelé, le policier tué jeudi dernier lors de l'attentat sur les Champs-Élysées. Cérémonie présidée par François Hollande en présence d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Qualifié au second tour de la présidentielle française, François Hollande a indiqué à l'endroit des deux candidats qu'il faut accorder des ressources budgétaires nécessaires aux forces de l'ordre. Macron-Le Pen, c'est le 7 mai que les Français vont choisir. Georges Detchediop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la réforme des retraites au Sénégal, ce sera dans quelques minutes. RFM Sport. Soda Chambre, bonjour. Bonjour à Antoine Diouf. Le cyclisme en ouverture de cette page des sports, 16e édition Tour du Sénégal. 4e étape aujourd'hui avec un circuit fermé à Thiès, 80 km à parcourir. Et retenez que le Français Vincent Gragzik est vainqueur donc de cette 4e étape. Nous avons en ligne notre envoyé spécial Youssouf Boyan. Bonjour. Bonjour Soda Chambre. Alors, que retenir donc de cette 4e tour? 4e étape, donc, Soda, vous l'avez dit, remportée par un Français. C'est la première fois qu'un Français s'impose sur une étape dans ce tour. Il s'appelle Vincent Gragzik. Il a donc couru en 2 heures et 6 minutes. C'est lui qui avait gagné le Tour de Madagascar. Aujourd'hui, le coureur du club de la défense de la France a fait la différence à 3 km de la ligne d'arrivée. Un sprint final qui a laissé derrière ses 2 compagnons d'échappée, le Tunisien Ben Nasr Hassen et le troisième, l'Allemand Ossina Gabriel. Mais le maillot jaune reste sur les épaules de l'Algérien Mohamed Bouzidi, 23 ans seulement, leader au classement général depuis la 2e étape. Le premier Sénégalais pour cette 4e étape reste toujours Bekay Traoré qui a terminé la course avec le peloton de tête, le capitaine du Sénégal qui continue à s'accrocher. En revanche, le numéro 2 sénégalais a été disqualifié aujourd'hui. Il s'agit de Malik Thiam après une crevaison. Il a coupé le circuit, ce qui est interdit. Il est donc out pour le reste de la course. Le reste, c'est la 5e étape demain entre Thiès et Kaolack. Merci Youssouf Boyan, nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. Le football AG élective de la Fédération sénégalaise de football, El Hadj Ousseynou Diouf, membre du comité pour un renouveau du football sénégalais, s'en prend à Maître Augustin Senghor et n'exclut pas une marche de protestation. L'ancien international sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf et son groupe donc fustigent la candidature de Maître Augustin Senghor pour les élections à venir. El Hadj Diouf estime que l'actuel président de la Fédération sénégalaise de football a échoué et y ajoute qu'il est temps qu'il cède la présidence à un autre. El Hadj Ousseynou Diouf était l'invité de Babacar Fall dans RFM Matin. Et on dira non à ça, c'est aussi simple. Rien qu'aujourd'hui, entendre qu'il veut, avec les échecs à répétition et tout ce qui se passe dans le football sénégalais, on dira non à sa 3e mandat. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais alors, dans le détail, quoi? Dans les détails, c'est que rien ne marche. Au Sénégal, ils te disent qu'eux, ils vont te dire qu'on joue du football, mais où? Avec qui? Est-ce que les joueurs sont bien payés? Est-ce que la formation marche? Est-ce qu'aujourd'hui, la petite catégorie joue au football au Sénégal? Est-ce que les équipes, les clubs aujourd'hui réussissent les Coupes d'Afrique? Il y a un problème. Vous avez une ambition personnelle? Non, j'ai pas d'ambition personnelle parce que je suis dans un groupe homogène avec des gens réfléchis, avec des gens aujourd'hui qui aiment leur pays et qui ont envie de dire non au sabotage. Alors, El Hadj Diouf, dites-nous, vous n'écartez pas de descendre dans la rue, vous tous, pour demander que Augustin Senghor et compagnie partent? Aujourd'hui, le 3e mandat d'Augustin, on dira non, s'il faut sortir dans la rue, on le fera. On l'a fait avec le président sortant avant. Abdoulaye Wade. Mais on le dira. C'est pas la même chose. C'est pire. Rien que par principe, on dira non à Maître Augustin, que j'ai rien contre lui. Je sais que c'est quelqu'un de très bien, mais aujourd'hui, il est temps qu'il dise que c'est bon. Les projets que j'ai commencés, il y a quelqu'un d'autre qui va les terminer.
Nous parlons toujours football, mais cette fois-ci avec la préparation du mondial U20 2017. Les Lionceaux ont donc entamé hier leur deuxième stage en vue du mondial prévu du 20 mai au 11 juin prochain en Corée du Sud. Deux rencontres amicales donc sont prévues contre l'Iran les 7 et 10 mai. Aussi un match amical contre le pays hôte le 14 mai. Le Sénégal est logé dans le groupe F avec l'Équateur, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, premier adversaire du Sénégal le 22 mai prochain. Antoine Diouf. Le basketball, les Lions sont en regroupement externe pour le compte de la deuxième phase de préparation pour l'Afro-Basket 2017. Avec 16 joueuses présélectionnées, un regroupement qui va durer 5 jours avant de prendre part à un tournoi en Chine du 1er au 8 mai prochain. Une occasion pour le sélectionneur de voir de nouvelles joueuses, surtout locales, afin de préparer la relève. Moustapha Gaye, que je vous propose d'écouter. Nous allons répondre à une invitation de la Fédération chinoise de basketball. C'est vrai que le tournoi arrive à un moment où pas très facile pour nous, parce que l'ossature de l'équipe est en compétition dans les playoffs des championnats européens. Mais je pense que c'est une bonne occasion pour nous de revoir certaines joueuses du championnat Sénégal que nous suivons depuis un moment. Donc vraiment, c'est une opportunité que nous avons de travailler avec d'autres joueuses. La première phase fut Rio, à laquelle nous avons participé. Maintenant, la deuxième phase va commencer. En attendant la dernière étape, certainement au mois de juillet prochain. Il y a Oumou Khaïdikam qui est avec nous. On attend ce soir Aminata Faye, une jeune joueuse qui joue en France. Moustapha Gaye, l'Afro-Basket est prévu au Mali du 15 au 24 septembre. Et puis, volleyball pour terminer, Antoine Diouf en préparation au stadium Marius Ndiaye depuis quelques jours. L'équipe nationale féminine de volleyball sera au Cap-Vert pour la phase aller du tournoi qualificatif au championnat du monde. Une liste de 14 joueuses sera publiée aujourd'hui, nous dit donc le sélectionneur national Amadou Sen. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sodetiam, merci. RFM, la chronique du jour. C'est avec Papa Sambakan. L'élection présidentielle en France a mis au jour les grands bouleversements intervenus dans la société française ces dernières années. Les remous qui ont tant désorienté nos cousins gaulois, au point d'engendrer ce qui n'est encore que l'annonce d'une recomposition plus profonde, au-delà de la politique de la société française, sont à chercher dans des directions autres que la montée des extrémismes de droite comme de gauche. En restant à l'intérieur du pays de la Révolution de 1789 et sur le terrain purement politique, sans bien entendu ignorer les effets possibles de la montée du radicalisme islamique sur la mentalité des Français, on constatera que les extrémismes en question se sortent électoralement, s'entend, plutôt bien des bouleversements en question. Que ce soit l'extrémisme de droite frontiste des Le Pen ou l'extrême gauche qui s'est rebaptisée la France insoumise pour les besoins du marketing électoral sous la férule de Jean-Luc Mélenchon. 15 ans après son père, Marine Le Pen amène donc l'extrême droite au deuxième tour d'une présidentielle en France. Seulement, ce coup-ci, la droite traditionnelle comme la gauche, également traditionnelle, sont éliminées de la course au profit non pas de la souverainiste populiste, attendue au second tour par tous les sondages depuis bien longtemps, mais d'Emmanuel Macron, une sorte de météore, si on pense à la fulgurance avec laquelle il a traversé le ciel politique hexagonal, mais plutôt ovni, objet volant non identifié, dès lors qu'on tente de lui trouver une identité politique claire. Arrivé en tête du classement au premier tour, il est donné immédiatement favori par les sondages à un peu plus de 60% pour l'emporter au deuxième tour. Parce que ce qu'on nomme là-bas le Front républicain, comme quand Jacques Chirac, il y a 15 ans, devait affronter Jean-Marie Le Pen, s'est tout de suite mobilisé pour faire barrage à celle que Benoît Hamon, candidat malheureux du Parti socialiste, sitôt les résultats du premier tour annoncés, a qualifié d'ennemi de la République. Pour, dans la foulée, annoncer qu'il votera Macron le 7 mai prochain, appelant du même coup ses électeurs à faire de même. On constatera de façon notable que les autres appels au vote en faveur de M. Macron sont moins fermes, certains pouvant même être considérés comme chiches, avec des mots dubitatifs ou une froideur détachée. Notablement,
Jean-Luc Mélenchon s'est refusé carrément à se joindre à ce concert déjà timide, contrairement à celui exceptionnel qui avait permis à Jacques Chirac, il y a 15 ans, de terrasser Le Pen père avec un score de République bananière, 85% des suffrages. Aujourd'hui, le vainqueur présumé de ce second tour atteindrait difficilement, nous l'avons vu, les 60%. Les fissures du Front républicain, qui a pour vocation de préserver les fondamentaux de l'État démocratique des risques de dérive autoritaire, peut-être fascisantes, appellent une analyse qui dépasse le cadre de cette rubrique et, pour tout dire, à mes yeux, d'importance secondaire. Parce qu'on ne pourrait exclure des raisons les ayant engendrées, les rancœurs personnelles, le dépit individuel, par exemple, d'un Mélenchon qui se voyait au second tour et qui n'a visiblement pas digéré sa déception. Ce qui, par contre, à mon humble avis, mérite une attention particulière, c'est la réaction euphorique des places boursières du monde entier dès lors que l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée a été tenue pour acquise. Il est vrai que les places boursières guettaient cette élection avec quelque anxiété entre une Marine Le Pen anti-européenne et anti-mondialisation, assurée d'un second tour, un Mélenchon gauchiste plus qu'eurosceptique qui n'avait jamais été aussi haut dans les sondages confirmés par les électeurs d'ailleurs. Mais l'euphorie des places financières ne s'explique pas seulement par le soulagement de leur peur des extrémismes. L'arrivée d'un banquier d'affaires à la tête d'un État influent comme la France n'y est par contre de toute façon pas étrangère. Dès qu'il aura les rênes du pouvoir en main, le premier dilemme de M. Macron sera de concilier les attentes de ce monde des finances et du patronat. Pierre Gattaz, le patron du syndicat des patrons français, lui a apporté son soutien avec cette précision importante que ce n'était pas un blanc-seing. Les attentes donc de ce monde de l'argent, son monde, avec les attentes de ces millions de Français, dont une forte proportion de jeunes qui se sont mobilisés pour le porter au pouvoir. Ces Français habitués à l'État-providence en déliquescence et que même les socialistes n'ont pu sauvegarder sous la pression de ce même monde des finances qui aujourd'hui danse une sarabande rien qu'à l'idée de le voir président de la patrie de Jaurès. La presse du jour. Georges de Tchétep. Horreur à Betenti. Ce qui s'est passé dans cette localité du département de Foundiougne est glaçant. Un peu moins de 20 personnes mortes dans le chavirement d'une pirogue, toutes des femmes. Mais les journaux ne s'accordent pas sur le bilan de ce drame. Enquête, l'As et les Échos parlent de 17 morts. L'Observateur et Vox Populi de 18. Bilan plus lourd si l'on s'en tient au journal Le Soleil. Le quotidien gouvernemental renseigne que 19 femmes ont péri dans le chavirement d'une pirogue à Betenti. Il y a eu des blessés dans le lot des rescapés qui se chiffrent à 50 selon Vox Populi. Les Échos notent qu'il y a eu 41 blessés, là où l'Observateur indique qu'il y a 36 blessés et plusieurs portés disparus. Mais pour le quotidien LAS, c'est 2 femmes qui sont portées disparues et le bilan est provisoire. LAS et les autres journaux nous apprennent que ces femmes avaient quitté leur foyer à la recherche de fruits de mer à vendre pour subvenir à leurs besoins. Hélas. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de ce drame que Vox Populi qualifie de mini-diola? Une surcharge de la pirogue. Mais l'Observateur évoque un vent violent à l'origine de l'accident. C'est à croire que le sort s'acharne sur le Sénégal. C'est ce que pense en tous les cas le journal Enquête. Oui, pour mon confrère, c'est à croire qu'il y a une sorte de malédiction qui frappe le pays au rythme effréné où se succèdent les drames. Après le sinistre du Dakar de Médina Gounass qui a emporté une trentaine de personnes, hier c'est la mer qui a englouti 17 femmes. Le deuil se poursuit par conséquent. L'autre actualité avec cette révolution qui est en train de se faire au Sénégal, si l'on en croit le journal Le Quotidien, une lune unique. Bien sûr, nous parlons de religion, c'est à propos de la célébration des fêtes de Korité et Tabaski. Le quotidien affirme que Touba et Tivavone trouvent leur lune. C'est dans le dessein de mettre fin à la diversité qui existe entre les musulmans quand il s'agit de jeûner ou de fêter la Korité et la Tabaski ensemble. Les khalifes généraux des Tidjanes et des Mourides se sont assignés cette mission. C'est ce qu'a appris mon confrère qui se fonde sur des propos de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine qui recevait Sidi Lamine Niasse. Le khalife des Mourides a dit à Al Amine qu'il fallait qu'ils s'informent mutuellement si d'un côté ou de l'autre la lune serait aperçue et de ne laisser personne
interférer, sinon il y aura diversion. Et le quotidien de préciser qu'ils sont tous deux tombés d'accord sur ce principe. L'opposition et le pouvoir, eux, ne sont nullement tombés d'accord. Et chacun ne rate jamais l'occasion pour s'en prendre à l'autre. En atteste cette sortie du Premier ministre. Mahammed Boun Abdallah Dionne se livre dans l'Observateur. Morceau choisi de cette interview à la première page de l'Observateur. Il ne peut plus y avoir de bicéphalisme au Sénégal. Les législatives seront pour nous une confirmation avant l'échéance majeure de 2019. Le ministère de la Parole n'est pas pour ceux qui dirigent et qui incarnent l'action publique. Nous avons bien cité Mohamed Boun Abdallah Dionne, le Premier ministre qui a par ailleurs son répondant dans Enquête. Mamadou Lamine Diallo, coordinateur de Manko Wattu Sénégal, assène ses vérités. Plusieurs sujets dans un long entretien accordé à Enquête. Les législatives, la liste de l'opposition, la justice, entre autres. La justice, justement, des nouvelles de Khalifa Sall et de Bamba Fall et compagnie. La presse du jour en donne. Bamba Fall et compagnie libres aujourd'hui selon Vox Populi. Bamba Fall et compagnie libérés de prison renchérit l'Observateur. Une conséquence de la décision du parquet général de renoncer à son pourvoi en cassation après que la chambre d'accusation a accordé la liberté provisoire au maire de la Médina. Et qu'en est-il de Khalifa Sall? L'Observateur est catégorique. Il ne convainc pas le parquet général au sujet de la requête de ses conseils devant la chambre d'accusation. Audience attendue après-demain. Les avocats veulent une mise en liberté provisoire et une annulation de la procédure. Seulement, de l'avis de l'Obs, le réquisitoire du parquet général ne joue pas en faveur du maire de Dakar. Le journal du groupe Futur Média s'est fait aussi l'écho de la deuxième édition de la conférence sociale. La pension minimale de retraite relevée à 98% du SMIC dès 2018, indique mon confrère. Même sujet à la une du journal Le Soleil. 35 518 francs CFA de pension minimale avant fin 2018. Le chef de l'État est lui favorable à un fonds privé de pension et les entreprises sont appelées à payer leurs cotisations. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, on parle de la réforme des retraites au Sénégal et vous avez la parole. Nous avons deux intervenants, Birahim Fall, président du cadre unitaire national des associations des retraités du Sénégal. Bonjour, M. Fall. M. Birahim Fall, vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Il y a également Mamadou Kamara Fall, inspecteur du travail, secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail, que nous allons peut-être retrouver dans un instant. Oui, il est en ligne. Bonjour, M. Mamadou Kamara Fall. Monsieur Fall, vous nous entendez? Bonjour. Mamadou Kamara Fall. Alors, quelques difficultés avec la liaison téléphonique, mais nous allons corriger tout cela avant de poursuivre. Point de vue. Voilà, on retrouve monsieur Mamadou Kamara Fall. Bonjour. Oui, bonjour, M. Diouf. Vous êtes inspecteur du travail, secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Alors, que dites-vous des réformes des retraites qui ont été annoncées par l'État dans le cadre de la conférence sociale qui s'achève aujourd'hui? Voilà, je vous remercie de cette opportunité que vous nous offrez. Donc, effectivement, depuis hier, c'était la deuxième conférence sociale sur la retraite au Sénégal. Alors, il faut juste rappeler le contexte qui a été à l'origine de la convocation de cette deuxième conférence sociale, qui part d'un constat que le phénomène grandissant de pauvreté et de vulnérabilité frappe de plus en plus de personnes âgées au Sénégal, donc y compris celles qui bénéficient d'une pension de retraite. Cela est contenu dans la note d'orientation de la conférence. Et il faut rappeler que, compte tenu de la situation plus ou moins alarmante, le patronat, en la personne donc du président du Conseil national du patronat, avait en 2014 solennellement demandé au président de la République d'inscrire comme seul point à l'ordre du jour de la deuxième conférence la problématique des retraites au Sénégal. Donc c'est juste pour camper le décor, pour dire que c'est une problématique qui est assez bien partagée par tous les acteurs, à la fois du monde du travail, mais aussi des agents de la fonction publique, justement, des fonctionnaires et agents non fonctionnaires. Et justement, cela dit, les réformes annoncées, de bonnes réformes? Oui, c'est a priori, c'est des réformes pertinentes à approfondir, et le schéma retenu, c'est un partage. Donc, c'est dans une démarche la plus inclusive possible
que justement, donc, en amont, des réunions se sont tenues, des concertations. Oui. Et aujourd'hui, il faut juste s'accorder sur le fait que c'est pas lors de cette présente conférence sociale que la recette miracle va être tout de suite mise en pratique. Oui. Mais c'est juste un moyen de trouver, de s'accorder sur une feuille de route thématique qui sera consensuelle pour enfin, en tout cas, adopter ensemble un programme national de réforme des systèmes de retraite qui ont, il faut le reconnaître quand même, montré les limites. Et avant qu'on en arrive à une situation, en tout cas des plus défavorables, les acteurs se sont accordés pour réfléchir et étendre vers l'amélioration des systèmes existants. Justement, pour terminer, il y a plusieurs contraintes sociales. Vous pensez que ces réformes annoncées peuvent être réalisables? Oui, donc je dois rappeler que, en tout cas, 3 axes sont retenus. Maintenant, dans la faisabilité, il faudra peut-être trouver les voies et moyens pour, in fine, atteindre les résultats escomptés. Le premier axe consiste à formuler, disons, les axes prioritaires pour le renforcement et la diversification des régimes existants. Je les rappelle, c'est l'institution de prévoyance et retraite Sénégal, ça c'est pour les salariés du privé et les agents non fonctionnaires. L'IPRES gère un régime général et un régime complémentaire des cadres. Et de l'autre côté, il y a le second régime, c'est le Fonds national de retraite qui gère la retraite des fonctionnaires. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe consiste à identifier avec tous les acteurs les modalités d'extension de la couverture retraite aux travailleurs non couverts par les régimes contributifs et proposer en tout cas des financements innovants pour assurer la durabilité d'un tel régime. Là, il s'agit d'être plus démocratique. Au lieu juste de se limiter à ceux qui bénéficient d'un contrat de travail ou des fonctionnaires, il faut tendre vers l'extension, prenant en compte les acteurs qui sont très nombreux d'ailleurs, qui s'activent aujourd'hui dans l'informel par exemple. Et le troisième axe. Voilà, ce qui est un levier important de notre développement économique. Et le troisième et dernier axe consiste à définir les modalités de mise en place des fonds privés de pension. Et là, c'est une innovation qui est attendue et qui quelque part s'inspire de ce qui se fait en matière d'assurance retraite. Bon, là, sur cette question, maintenant, des contributions, voilà, donc, sont partagées depuis hier entre les différents segments de l'administration ou du privé pour voir comment le faire, comment faire supporter ça aux travailleurs pour qu'à la fin de leur activité, qu'il y ait, en tout cas, un résultat beaucoup plus significatif en termes de la pension, sans gréver quand même leur rémunération. Merci Mamadou Kamara Fall, inspecteur du travail. Nous retrouvons Birahim Fall, président du cadre unitaire national des associations des retraités du Sénégal. Bonjour M. Fall. Bonjour. Alors, quelle appréciation portez-vous sur les réformes annoncées par l'État? Oui, vous savez qu'en fait, aujourd'hui, on est à la deuxième conférence sociale. Qui porte sur la réforme des retraités au Sénégal vers viable et inclusive. Alors, on a reçu le chef de l'État au premier jour. Il nous a, après avoir donné son avis, il nous a rassuré que l'instauration d'une pension minimale bimestrielle égale à 18% du SMIC pour les pensionnés de droit sur les retraités. Alors donc maintenant, voilà le combat que nous avons toujours porté, relever les pensions, les petites et moyennes pensions, alors jusqu'à hauteur du SMIC. Alors je crois que le chef de l'État a entendu notre appel, il a répondu favorablement, et les gens sont prêts pour ça. Aujourd'hui, l'espoir est permis pour vous retraités dont beaucoup vivent une situation difficile quand même avec des pensions modestes. Oui, mais tout à fait, parce que vous savez, en fait, comme rappel, l'IPRES a toujours travaillé quand même d'une manière ou d'une autre, mais les pensions sont restées en deçà du SMIC. Alors, vous savez qu'il y a certains parmi nous, surtout au niveau des veuves et des orphelins, qui reçoivent quand même des pensions de 6 000 francs. Alors maintenant, aujourd'hui, si l'État du Sénégal a pu prendre quand même une décision idoine pour relever les nos chers pensionnés vraiment sont très contents parce que là ils pourront quand même faire face à certaines difficultés, mais pas à 100%, mais en fait à
encore à une affaire normale. Et vous attendez la matérialisation de tout cela quand? Le chef de l'État, avant la fin de décembre 2018. Oui. Très bien. Merci Birahim Fall, président du cadre unitaire national des associations des retraités du Sénégal. C'est la fin de point de vue, fin de cette édition également. Le rappel de quelques titres. Betenti continue de pleurer ses morts. Le bilan s'est alourdi. Il y a maintenant 20 victimes. Elles ont été enterrées ce matin. Élection de représentativité syndicale, secteur éducation. Nous sommes à la veille du scrutin dans les états-majors. Visiter la confiance et de mise. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique. Abdoulaye Didi Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf. À 13h, vous retrouverez El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.